Envoyez un message, s'il vous plaît. On va passer directement. Les herpès virus, les herpès virus, donc appartiennent les herpès viridés à une famille qu'on va appeler la famille des herpès viridés. Ce sont des virus répandus dans toutes les espèces animales et on a 8 qui sont bien caractérisés infectant l'homme. On a 8 donc qui infectent l'homme parmi tous les herpès viridés. Donc si on dit herpès viridés, ce sont des virus humains et animaux. Et parmi ces virus humains et animaux, il existe 8 qui sont strictement humains. Caractère du virus. Caractère du virus, donc les virus, ce sont des virus à ADN linéaire bicaténaire de grande taille. Donc comme vous savez, pour les virus, on les caractérise par leur génome, la nature de leur génome. Est-ce que c'est un ADN? Est-ce que c'est un ARN? Est-ce qu'il est à double brin ou à simple brin? D'accord? Donc voilà. Et on les caractérise par leur capside, la présence d'une enveloppe, etc. C'est la structure du virus. Donc, pour les virus de la famille des herpès viridés, ce sont des virus à ADN linéaire, bicaténaire de grande taille, avec une capside protéique, cubique, asymétrie et cosaédrique. Donc, leur capside, la capside, c'est la structure qui entoure notre génome. Donc, la capside, c'est la structure qui entoure le génome. Voilà, leur capside, elle est de nature protéique, elle est écosaédrique et asymétrique cubique. Leur enveloppe, elle est lipidique d'origine cellulaire, hérissée de spicules glycoprotéiques. Quand on dit enveloppe lipidique d'origine cellulaire, cela veut dire que ce sont des virus fragiles. L'enveloppe est un élément fragilisant du virus. Donc, ils se transmettent par contact étroit entre individus. Ce sont des virus à large tropisme associés à de nombreuses maladies. Donc, parmi les herpès viridés, il y en a qui vont nous donner différentes symptomatologies. Donc, on aura par exemple un herpès buccal, un herpès génital, une varicelle, un zona. Donc, c'est ça qu'on appelle un large tropisme. Il touche à de nombreux organes. Voilà. La particularité de ces virus est leur latence. Donc, retenez bien ça, c'est écrit d'ailleurs en rouge. La particularité de ces virus est leur latence. Après l'infection primaire, le virus persiste à vie dans l'organisme. D'accord? Donc, c'est après une première infection, après une primo-infection, le virus est là dans l'organisme à vie. Il persiste à vie. Il peut se réactiver sous l'influence de certains facteurs comme le stress, la fatigue et donner de nouvelles formes cliniques. Donc, c'est un virus qui va infecter pour la première fois l'organisme. Il va donner sa primo-infection. Ensuite, il va rester en latence. Il va rester en latence dans l'organisme. Ensuite, sous l'influence de certains facteurs, de certains stimuli, par exemple, si la personne est fatiguée, si elle est stressée, elle va avoir une baisse des défenses immunitaires et on va avoir une réactivation du virus. Ces réactivations vont donner de nouvelles formes cliniques. Ces formes cliniques sont limitées chez les patients immunocompétents. En revanche, chez les patients immunodéprimés, les réactivations présentent un caractère de gravité. Donc, le sang est faible. Je ne sais pas comment faire pour augmenter le sang, mais la connexion déjà est instable. Oui. Est-ce que c'est mieux? Donc, on va admettre certaines personnes. Oui. Voilà.
Donc, retenez bien pour les herpès viridés la latence, ok? C'est un caractère particulier et très important pour les herpès virus. Pour les herpès viridés, pour toute la famille, après la primo-infection, on va avoir une latence. Le virus, il va dormir dans l'organisme et dès qu'il y a un stimuli, un stress, une fatigue, il va y avoir des formes de réactivation. Ces réactivations, chez le sujet immunocompétent, elles sont tout à fait limitées, des formes cliniques limitées, et chez les sujets immunodéprimés, on peut avoir des formes graves. Donc, voilà comment s'établit cette latence. Donc, vous avez réplication virale sur A, vous avez réplication virale au site de l'infection. Donc, on va avoir notre virus qui va se répliquer au niveau, par exemple, des terminaisons nerveuses. Puis, il va y avoir un transport rétrograde de la capside, uniquement de la capside virale, donc c'est la structure protéique qui contient l'acide nucléique, via le nerf sensitif, via le nerf sensitif, donc vers les ganglions sensitifs, où va s'établir la latence. Vous voyez ici ADN viral latent. Ensuite, sous l'influence de certains stimuli, on va avoir un transport entérogarde vers, de la capside virale via le nerf sensitif, toujours vers la périphérie, où on va avoir de nouveau, voilà, on va avoir de nouveau une réactivation virale, sous l'influence des stimuli, bien sûr. Classification des virus appartenant à la famille des herpès viridés. Donc, les herpès viridés, on a pour l'homme 8 qui l'affectent exclusivement. On a le HHV1, c'est Human Herpes Virus 1. HHV2, c'est Human Herpes Virus 2, etc. Donc, pour le HHV1 et le HHV2, ce sont les virus appartenant à la sous-famille alpha et au genre simplex virus. C'est le HSV1, HSV2. Je suis désolée d'être un petit peu rapide, mais je suis obligée parce qu'on va être coupé avant d'avoir terminé. On va être coupé, voilà. Donc, pour le HHV3, c'est le virus de la varicelle zona. Donc, il appartient toujours à la sous-famille alpha, mais c'est un nouveau genre chez le genre varicellovirus. Pour le HHV4, c'est l'Epstein-Barr virus qui appartient au genre lymphocryptovirus. Le HHV5, il appartient au genre cytomégalovirus. Le HHV6 et 7, c'est le virus de la roséole, appartient au genre roséolovirus. Et le HHV8, il est associé au sarcome de Kaposi et appartient au genre radinovirus. Donc, les plus connus et les plus importants en pathologie médicale, les plus fréquemment rencontrés, sont de 1 à 5. Donc, on va étudier ces 5 herpès viridés. Donc, vous avez une image de leur structure, des images de leur structure. Quand vous voyez, donc tout ça, je pense, il est bien détaillé dans le polycope qui se trouve au niveau du, euh, voilà, dans le polycope qui se trouve au niveau sur le site. Voilà. Donc, vous avez une capside protéique, asymétrie cubique, écosaédrique. Vous avez un génome qui est un ADN bicaténaire, ça veut dire deux brins, et linéaire, il n'est pas en rang. Et vous avez, le tout est entouré par une enveloppe lipidique hérissée de spicules glycoprotéiques à la surface. Donc, vous avez le génome linéaire bicaténaire. Donc là, c'est la reconstitution schématique d'un seul fragment des deux brins, un des deux brins. Donc, c'est un brin d'ADN qui comporte deux cadres de lecture. Ça, on appelle ça un cadre de lecture. Euh, donc, un cadre de lecture, ça veut dire qu'il va être lu en une seule polyprotéine par les ribosomes. Donc, et ces deux cadres de lecture sont flanqués à leurs extrémités par des régions répétées, des nucléotides répétés, tegminal repeat, ce qu'on appelle les tegminal repeat. Donc, vous avez les tegminal repeat des extrémités, TRS et TRL, et les internal repeat. Donc, c'est ce qui borde les séquences inversées répétées, on appelle ça. C'est la même chose, donc sauf que c'est inversé. Voilà, et ces séquences répétées inversées
flanquent ou déterminent les cadres de lecture ouverts. Donc, on a un cadre lent et un cadre court. Le cycle de multiplication de ces virus, donc ce sont des virus qui se multiplient en intranucléaire dans le noyau. Donc, ils pénètrent dans la cellule. Ensuite, on a une décapsidation